avance tous dans l'inconnu. L'inconnu, c'est que c'est très récent, ça avance tellement vite, d'accord, qu'on ne sait pas réellement ce qui nous attend demain. Je prends un exemple, tout le monde parle de ChatGPT. ChatGPT, c'est la sortie, c'est fin novembre, entre la version 3.5 et la mise à jour, elle a été faite 4 mois après, au mois de mars. Donc 4 mois pour une mise à jour d'une solution aussi importante, c'est très court. Et certains experts ils comparent ça, cette période-là, cette évolution-là, entre l'invention du premier ordinateur ou premier calculateur qui faisait juste les sommes mathématiques et l'invention de l'iPhone. Donc cette période-là de 4 mois, elle est représentative de toute cette longue période. En 2023, j'ai découvert, donc je sais que c'est après le repas, c'est pas le moment idéal pour faire un cours, donc j'ai dit je vais réveiller, je vais vous raconter une histoire. Donc j'ai découvert qu'il y avait un génie qui sommeille en moi. En fait, c'est que je suis devenu un professeur supersonique, capable d'écrire tous les cours d'une façon autonome. Je m'explique. La première interrogation, quand il y a eu la sortie de ces dispositifs-là, c'est dire, est-ce que ça peut m'aider à un plan de cours? OK. Je comparais avec mes plans de cours. Il y avait une certaine correspondance. La deuxième idée, est-ce que ça peut me rédiger des parties de ce plan de cours? Oui, ça permet de le faire. Est-ce que ça peut me faire les slides aussi? Oui, ça peut les faire aussi. Toute la présentation. Est-ce que ça peut me faire les exercices pour les élèves? Oui, ça peut me faire les exercices. Est-ce que ça peut... création de support. Après, j'ai dit, est-ce que je peux faire également des livres autour de mes enseignements et d'autres enseignements que je ne maîtrise pas du tout? Oui, je peux le faire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire on retrouve par exemple sur des plateformes telles que Amazon ou autres, plein de personnes qui s'improvisent comme des romanciers, comme des écrivains, comme des auteurs, qui sont capables de rédiger plusieurs livres dans la même journée et publier plusieurs livres dans la même journée sur la plateforme Amazon. Sauf que Amazon, il a limité à 3 publications par auteur par jour. Imaginez un peu, créer 3 livres par jour. Et on peut faire beaucoup plus. Après, je me dis, mais ça me prend beaucoup de temps de le faire individuellement. Est-ce que je ne peux pas automatiser tout ce process? Oui, je l'ai mis en place, j'ai testé parce que j'expérimente. En fait, on a la collègue qui s'occupe des emplois du temps. Dès qu'elle met Sami Benamor dans l'emploi du temps qui doit faire un cours sur le management de projet, j'ai un robot qui surveille, d'accord, ce qui est mon emploi du temps. Et dès qu'il détecte ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout ce process-là d'une façon automatisée. Et il me dépose tout sur le drive, il me dépose le support, la présentation et les exercices, tout en autonomie. Après, je me dis, ben, tiens, mon existence dans la classe, elle n'a plus d'utilité. Donc du coup, je vais faire même des capsules vidéo. Et capsules de vidéo, je vais les traduire. En fait, on peut charger des vidéos qui sont dans une langue initiale, c'est-à-dire je parlais français par exemple, et juste avec un clic et glisser, on peut traduire ces vidéos-là dans n'importe quelle langue. Et théoriquement, c'est-à-dire je vais la traduire en français. Le rendre dans la nouvelle langue, et aussi cela devrait traduire mes mouvements de lèvres pour qu'ils correspondent à cette nouvelle fallen lassen. Et je peux également faire une version allemande de ce texte-là, de mes vidéos. Und dann auch meine Lippenbewegung übersetzen. Après, j'ai dit, comme j'ai du temps libre, j'aime pas beaucoup les informations qui passent à la télé, donc je vais me faire mon propre journal TV. Donc en fait, l'idée, c'est de récupérer un peu tout ce qui circule sur les dépêches AFP et mettre des avatars, d'accord, et créer une chaîne TV dédiée à ma classe ou également à moi ou à mon institution. En fait, il n'y a que les informations qui sont réelles. Tout le reste, c'est faux. Que ce soit la présentatrice, que ce soit... Donc, c'est Channel One. Everything you'll see on Channel One relies on trusted sources and fact-checking. Alors, j'ai dit, ben tiens, puisque j'ai fait un peu de la vidéo, je vais m'expérimenter un peu en termes d'images. Donc, les images, il y a de nombreux exemples sur Internet. Ce matin, on a parlé d'une œuvre. Là, je vous parle d'une autre œuvre, la Théâtre d'Opéra Spatial. C'est le premier concours d'art qui a été gagné par l'intelligence artificielle. C'est l'œuvre que vous voyez qui est là, au milieu, qui est excellente. Donc, ça a soulevé beaucoup de débats auprès des artistes, auprès de la communauté, pour dire est-ce que c'est de la triche ou pas? Est-ce que se faire aider par une intelligence artificielle, on peut se considérer comme artiste? Est-ce qu'on peut considérer que c'est de la triche? Donc à partir de là,
On peut créer d'une façon autonome, c'est ce qui a été fait par plusieurs marques aujourd'hui, des publicités de A jusqu'à Z créées par des intelligences artificielles. De la même manière, après l'exploration du champ des images, on peut se lancer sur le champ de la vidéo. Et en fait, ces expérimentations-là ont débuté depuis longtemps, avec notamment les deux premiers films que vous voyez en haut, qui s'appellent Sunspring. C'est des films qui ont été écrits entièrement, la scénarisation, avec une intelligence artificielle qui s'appelle Benjamin. Donc cette notion d'écriture, scénarisation, ça existe depuis un moment. Et ça a été juste tourné derrière, dans toutes les scènes, toute l'écriture, tous les dialogues ont été faits. Donc ça a eu un énorme succès parce que quand il a été présenté à un festival, la première version, ils n'ont pas dit que c'était de l'IA, tout simplement. D'accord ? Et après, il y a une deuxième version où il y a eu pas mal d'acteurs connus qui ont participé. Et ils ont appelé ça, c'est la disparition des scénaristes. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de grèves des scénaristes aux États-Unis, tout ça, par rapport à ça. À partir de là, en fait, il commence à avoir des séries, notamment en Grande-Bretagne, où ils mettent en scène plusieurs artistes, plusieurs personnalités connues, directement. C'est-à-dire ça, c'est la guerre des voisins que vous voyez en bas à droite. Et, sauf qu'aucun de ces artistes-là n'a participé au tournage, aux épisodes. Tout a été fait par l'intelligence artificielle. Tout simplement. Il y en a qui se sont amusés également sur Twitch à faire du Netflix en contenu. C'est-à-dire comment tout à fait on peut écrire des scénarios en temps réel par des dispositifs tels que ChatGPT, générer les scènes et les publier directement de la vidéo. Bon, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu des propos discriminants et ainsi de suite. Donc, vous voyez, en fait, on se retrouve dans un domaine où on va gérer de la culture, on va avoir tout ce qui concerne la réalisation du visuel, où on parle de la physique de la culture, c'est-à-dire comment évaluer un scénario, comment mettre en place des dialogues directement à partir des écrits et des scénarios. Notamment la société Epagogix, ils se sont spécialisés là-dedans. Ils ont la capacité de vous dire, à partir de scénarios, s'il va fonctionner ou pas. S'il va rapporter 10 millions de dollars ou 200 millions de dollars ou beaucoup plus, juste à partir de la lecture. Donc imaginez les producteurs, qu'est-ce qu'ils en font derrière. Ah, je reviens de mon cas, parce que du coup, en fait, je me suis mis à faire des vidéos, à faire de la composition, du son, simplement des chansons. Dans ma famille, j'ai ma femme qui est fan de Charles Aznavour et mes enfants qui sont fans de Jul. Donc comment concilier les deux environnements? Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me rédiger une chanson, tout simplement, qui soit coécrite. Donc je lui ai donné, je l'ai nourri avec des textes de Jul et les textes de Charles Aznavour, et il me l'a fait. C'était au moment de la réforme des retraites. Vous voyez, donc ils m'ont fait une très bonne chanson sur la réforme des retraites. Et Ranway ML, c'est en fait simplement, c'est là qu'on parle ce matin, on parlait un peu des LLM multimodal, c'est-à-dire multimodaux, c'est-à-dire les grands modèles de langage où ils peuvent combiner les trois types de médias. C'est-à-dire à partir de texte, je peux générer de l'image ou je peux générer de la vidéo, et à partir d'une image, je peux générer de la vidéo ou décrire ce qu'il y a dans l'image. Notamment Ranway ML, c'est ce qu'il fait très bien. C'est qu'il se positionne comme un laboratoire également, où on peut faire des vidéos qui marchent, et ça fonctionne dès aujourd'hui. C'est-à-dire, ça fait 6 mois qu'ils sont, ou beaucoup plus, qu'ils sont sur le marché. OpenAI, ils ont annoncé la révolution avec Sora, mais ça n'arrivera que d'ici la fin de l'année. Donc là, c'est Sora. Donc, heureusement que mon génie ne s'est pas découvert plus tôt, sinon j'aurais pu faire la guerre des étoiles, à droite. Et là, c'est Sora. Ce qui va arriver bientôt. Là, en fait, on est en train de discuter avec des collègues qui sont des réalisateurs, des intervenants du visuel, pour essayer de faire des petits courts-métrages avec ça, pour tester, pour explorer. Donc, l'avantage de la solution de Sora, qui n'est pas sortie encore, parce que OpenAI, ils ont eu l'intelligence de créer un dispositif et penser après si ce dispositif-là, il est utile ou pas, si ça risque pas de perturber un peu l'industrie audiovisuelle. Mon objectif, au final, comme je vous l'ai dit, c'est de créer un court-métrage. Mais il y en a qui l'ont fait avant nous. Ce court-métrage-là, entièrement écrit par l'audiovisuel, ça a été fait et ça existe aujourd'hui. Donc l'IA a pris tous les aspects, que ce soit les visuels, que ce soit la musique, en passant par les dialogues. Tout a été fait avec l'intelligence artificielle
et en totale autonomie. D'accord, pas en totale autonomie, c'est à partir des scripts. Donc il y a eu des défis techniques, notamment concernant un certain nombre de synchronisations, mais ça marque un tournant significatif dans la production audiovisuelle. Alors, comme je suis un prof supersonique, je me dois d'avoir des étudiants très performants aussi. Donc, j'aimerais bien avoir des étudiants qui sont capables d'écrire un mémoire académique. Au lieu de ça leur demande un an de travail, ça va leur demander tout simplement 30 minutes. D'accord ? Qui sont capables d'automatiser complètement la communication d'une entreprise. Juste à partir d'une idée, soumettre l'idée et automatiquement, le process, il va tout générer, toutes les étapes. Et ça, bien sûr, alors je reviendrai sur ces aspects-là, et ça, c'est bien sûr à partir des instructions. Mais sauf qu'il faut connaître les règles. Tout à l'heure, il y avait des ateliers autour du prompt, c'est des excellents process pour commencer à comprendre, mais on a tendance aujourd'hui à ne pas respecter une certaine structure dans ces prompts-là, dans ces instructions-là. Il y a énormément de sites internet qui vous parlent de prompt. On parle même de prompt engineering aujourd'hui. C'est-à-dire, il y en a qui se positionnent comme des chercheurs dans le prompt. C'est-à-dire, comment écrire le bon prompt. Notamment à partir de là, en fait, pour faire mon cours, par exemple, je lui dis, joue le rôle d'un professeur, donc je lui attribue un rôle au départ. Je vais te donner un sujet, tu dois créer un plan de cours détaillé pour les étudiants, donc je lui donne le contexte. Et à partir de là, je lui donne un peu un certain nombre d'éléments. J'ai découvert, en préparant cette présentation, que Canopé, notamment, ils ont travaillé sur cette notion-là, le temps de prompt. Ils ont sorti pas mal de supports visuels intéressants qui dialoguent autour de ça. Pour ma part, comme je suis fainéant, je n'ai pas de temps à perdre sur ça, en fait, j'utilise un promptor. Un promptor, c'est quoi? C'est que je demande aux outils d'écrire eux-mêmes leur prompt, de le critiquer et de poser des questions pour l'évoluer, le faire évoluer. Et bien sûr, je ne répondrai pas à ces questions-là. C'est à eux de répondre aux questions et reprendre le process, jusqu'à qu'ils obtiennent une note de 5 sur 5. Donc, vous voyez, en fait, c'est le prompt que je donne. À chaque fois que je mets une instruction, avant de commencer le travail, je donne cette instruction tout le temps en premier. Et je lui dis, si tu as bien compris, tu me réponds, OK, promptor. Et je vous montre un peu la vidéo où j'ai essayé de faire un peu ça pour un travail de mémoire. Donc, je lance un bot qui est autour de Claude, c'est un concurrent de ChatGPT. Donc, je lui lance tout mon texte. Il me dit tout simplement, OK, j'ai compris ce que vous voulez. Alors, comme j'écris le doucement, donc je vais avancer la vidéo un peu. En fait, je lui dis tout simplement, tu dois rédiger un mémoire académique pour un étudiant et tout ça. Donc, il rédige le prompt tout seul. Alors là, bien sûr, je parle sans intervention humaine. Hein. Donc, bien sûr, il ne faut jamais prendre tel qu'il est à la fin. Il faut l'adapter et tout ça. Donc là, en fait, regardez, il se critique tout seul. Il se donne une note de 3 sur 5. D'accord? Et il pose des questions. Alors, moi, je vais lui dire, en fait, simplement, pas de problème, réponds tout seul aux questions. D'accord? Et reprends le processus. Et c'est ce qu'il va faire, en fait. Il va simplement répondre aux questions et reprendre le processus. Bon, jusqu'à qu'il obtienne une note de 5 sur 5. Donc là, en fait, il a obtenu une note de 5 sur 5, 5 étoiles sur 5. Et en fait, après, j'ai juste à copier ce qu'il m'a généré comme prompt pour lui dire de me générer les différentes parties. En fait, cette méthode-là n'est pas utilisée dans les mémoires académiques parce que quand même, pour nos étudiants, ce n'est pas la méthode qu'on leur enseigne, mais c'est ce qui est utilisé pour ceux qui produisent des romans ou des livres directement sur Amazon. Tous y passent par ces principes-là. Après, ils vont sur Dali pour générer des images, la couverture, et ça y est, ils publient derrière. Donc, dans la journée, ils peuvent, en une demi-heure, générer un livre complet. Donc, vous voyez, en fait, on peut limiter le nombre de signes, le nombre de mots, et ainsi de suite. Maintenant, on s'amuse un peu avec d'autres aspects, ce qu'on appelle les OpenGPTs. Donc, on programme un peu des petits chatbots pour confronter un peu les étudiants
à ces objets-là. Notamment, il y a un de nos collègues, c'est Bastien Mas, qui a fait un chatbot éthique pour parler un peu des notions d'éthique, faire parler des notions d'éthique autour de l'IA générative, avec comme slogan « Votre sécurité et la préservation de votre ignorance ». En fait, c'est un chatbot éthique un peu bizarre qui répond à rien, tout simplement. Après, un autre bot, Recruit AI. Mais l'idée, en fait, c'est ça qu'aujourd'hui on essaie de faire, c'est que tout simplement, on essaie de mettre en place des bots où on essaie de faire comprendre aux étudiants, de discuter un peu les résultats fournis par ces robots-là. On essaie d'intégrer des biais à l'intérieur, des biais algorithmiques, des données, et ainsi de suite. On essaie de modifier pour savoir un peu est-ce qu'ils valident l'information ou pas, les informations fournies ou pas. Donc le problème dans tout ça, c'est que dans pas mal de domaines, j'ai aucune information, aucune formation, aucune compétence. C'est-à-dire, je peux tout à fait faire un petit court-métrage sans avoir une connaissance de ce que c'est la réalisation, ce que c'est l'écriture. Je peux tout à fait faire des images sans avoir travaillé sur la créativité. Donc en fait, c'est que cette intelligence artificielle peut nous préparer quelque part un droit sans démocratie, un art sans artiste, une science sans causalité, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, en fait, tout le monde invente des applications, votre IA juridique, votre IA notaire, votre IA impôt. Je vous conseille de la tester, elle marche très bien. Il y a plein de dispositifs d'intelligence artificielle que vous leur parlez un peu de votre situation, ils vous donnent toutes les niches fiscales, entre guillemets. En fait, ce n'est pas qu'un seul problème. Donc, du coup, les problèmes. Parce que je me retrouve, quand j'évalue un peu, mes étudiants, en fait, je les fais passer sur un logiciel d'anti-plagiat, d'accord, pour l'IA. Et ça, c'est les scores les plus faibles. Donc, on est arrivé à 88%. D'accord? Mais est-ce que c'est de la triche ou pas? Donc, c'est tout le questionnement, en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est un grand débat aujourd'hui dans notre équipe pédagogique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut attribuer 88% de la note à ChatGPT et les 12% aux élèves? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, la question, en fait, elle est plus complexe que ça. C'est-à-dire, en fait, c'est à quel moment, quel est l'usage qui est fait de cette IA-là, de ces travaux-là. Donc, je ne suis pas grand spécialiste de l'évaluation, mais en fait, l'élève, s'il s'est inspiré de la consigne de l'IA, copier la réponse, la donner à l'enseignant. Est-ce que c'est de la triche? Donc, vous voyez, en fait, plusieurs situations. Qu'est-ce qui est de la triche pour vous, par exemple? Et on a eu le débat, notamment, où un élève, c'est un dialogue avec un de nos enseignants, il lui dit « Monsieur, vous nous interdisez ça, mais en fait, je suis dans l'entreprise en stage, et c'est un grand groupe, et il me dit « On utilise ça tous les jours. Comment faire ?» Donc, je me suis dit, puisque eux, ils font ça, moi, je vais faire la même chose. Donc, en fait, je vais les évaluer par le même principe. Je vais mettre un process en place pour évaluer leurs travaux d'une façon automatisée. Ce que j'ai fait, en fait, simplement, j'ai pris un mémoire test des étudiants. Alors, l'idée, ce n'est pas moi qui dépose les mémoires, mais c'est je fournis un lien aux étudiants qui déposent leurs travaux. D'accord? Donc, ça, c'est le mémoire test. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai mis un process en 3 étapes. Donc, le premier, c'est un formulaire où l'étudiant il rentre son nom, il dépose et après, un drive. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? L'étudiant saisit son nom. Alors, TNE, j'ai oublié le E. Il choisit son mémoire. Il soumet son document. Et en fait, automatiquement, il est détecté par l'agent. Il est analysé par l'API de ChatGPT. Et il me génère le Google Doc. Et bien sûr, je lui ai donné les consignes, les modalités d'évaluation. Donc derrière, en fait, voilà. Donc j'ai le courrier qui va être diffusé à l'étudiant. D'accord? Et j'ai même les questions à poser parce que je n'ai pas de temps à perdre pour chercher des questions. Donc il me donne les questions que je dois poser à l'étudiant. D'accord? Et les points d'amélioration. Je peux me retrouver dans une soutenance des mémoires sans avoir lu un seul mot des mémoires. D'accord? Et je n'ai pas fini parce que je peux même faire le fichier de notes Excel qui le remplit automatiquement. C'est tout à fait possible. Et il l'envoie automatiquement aussi au secrétariat. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, vous voyez, en fait, il y a plusieurs questions sur ça. En fait, quel est l'impact, quelque part, de cette IA générative? D'accord? La question de l'évaluation, c'est une question cruciale. Alors, on a écrit un article avec Michel de Rempart
on l'avait appelé la généralisation vers une généralisation de la science des ânes. Donc il y a un vient d'adage, on vient de dialogue pour savoir est-ce que c'est l'écriture ou l'orthographe qui est la science des ânes, parce que l'écriture notamment c'était évalué sur la manière d'écrire, mais qui ne mobilise pas des capacités cognitives. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait si Dali nous dessine, par exemple, si ChatGPT nous écrit, si Ranmei Hamel nous dessine ou autre chose. Donc aujourd'hui, si on délègue cette faculté cognitive, notamment à ces dispositifs-là, ben, qu'est-ce qui reste à nos étudiants? De la même manière, on se pose également des questions sur l'autonomie cognitive de ces apprenants-là. Donc, en partant toujours en fait d'une phrase cette fois-ci qui a toujours été attribuée à Gandhi, c'est qu'au fil des temps, en fait, les pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions deviennent des habitudes, et les habitudes sont la destinée. Or, aujourd'hui, on a constaté un certain nombre d'expériences, c'est que les étudiants construisent quelque part leurs opinions à partir des mots qui sont générés. Donc le process, il est inversé. Donc aujourd'hui, il se fige quelque part une posture par rapport à ce qui a été rédigé. Et on a testé parce qu'on leur a donné deux bots avec deux billets ou un robot. On leur a posé une thématique, par exemple, est-ce que vous aimez les réseaux sociaux, par exemple, ou quelle est votre utilisation? Il y a un robot qui dit oui, c'est favorable, et un robot qui n'est pas favorable, et les réponses là, en fait, pour une grande proportion, elles correspondent tout simplement à ce qui a été rédigé par les bots. Donc, du coup, en fait, c'est quoi cette IA générative? Alors, je ne vais pas revenir sur la définition de tout ça, ça a été longuement dit ce matin. C'est que ce que vous devez savoir, c'est pas récent. Mais je vais rajouter juste cet élément-là, c'est qu'on distingue, il y a trois grands domaines de l'IA, de l'intelligence artificielle. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle le connexionnisme, le raisonnement symbolique et la traduction automatique. Donc le connexionnisme, c'est toutes les approches qui s'inspirent du fonctionnement de cerveau humain, qui essayent de se rapprocher des cerveaux humains. Tout ce qui est raisonnement symbolique, ce sont les arbres décisionnels, notamment c'est les intelligences artificielles qui ont été mises en place pour battre un champion d'échecs ou un champion de Go ou autre chose. Et la traduction automatique, c'est tout ce qui est texte, parole et langue, tout ça. Et en fait, c'est que ça existe depuis des années, 80 ans quelque part. Au départ, c'était l'âge phare quelque part du connexionnisme. Et aujourd'hui, en fait, c'est que ça revient en force depuis quelques années. Je vous invite à lire un article de Dominique Cardan, notamment qui parle de la revanche des neurones, des réseaux de neurones notamment, comment ils prennent le dessus aujourd'hui sur ce dispositif. Mais l'avenir, ce qui prédit quelque part, c'est le mélange des deux, en fait, de cette IA symbolique avec des arbres décisionnels et le connexionnisme avec les réseaux de neurones. Pour faire simple, sans rentrer dans le discours technique, c'est que tout le monde dit que c'est la plus grande innovation, mais tout simplement, c'est le résultat de 80 ans de recherche en intelligence artificielle. Le tournant, ça a été l'invention des transformers en 2017 par Google. C'est pour ça que OpenAI, quand ils ont sorti ChatGPT, Google, ils ont dit non, on n'est pas en retard. Ils ont utilisé notre technologie. C'est nous qu'on a inventé ça, quelque part. Mais ils étaient en retard quand même. C'est pas... Alors, mais le problème aujourd'hui, c'est que donc c'est pas une technologie récente, c'est 80 ans de recherche, mais ces transformations numériques, en fait, c'est pas quelque chose d'inédit. C'est-à-dire, il y a eu la Web 3, il y a eu la 3D ou autre chose. Mais sauf qu'aujourd'hui, les transformations, en fait, se trouvent impulsées sociétalement. En fait, la société aujourd'hui, elle est numériquement mature et prête au changement. D'accord ? Vous êtes plus prêts au changement que vos parents, vos enfants ils sont encore plus prêts au changement que vous, donc l'appropriation elle s'évite très rapidement. Notamment si je prends ChatGPT, pour atteindre les 1 million d'utilisateurs, il fallait 5 jours. Pour Netflix, il fallait 3 ans et demi. Imaginez la comparaison. Pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs, il fallait 2 mois pour ChatGPT. Pour Netflix, il fallait 10 ans. Alors tout le monde dit que c'est la plus forte progression. Non, il y a Pokémon Go qui ont fait les 100 millions d'utilisateurs en 3 semaines, d'accord, qu'ils ont dépassé. Donc vous voyez, en fait, c'est cette appropriation-là qui est très rapide par la société. D'ailleurs, ça s'observe également à travers les sites visités. En fait, 24 milliards de visites entre septembre 2022 et août 2023 qui se concentrent sur les 50 outils d'IA les plus importants. ChatGPT, il récolte à peu près 60% de ces visites-là.
Donc, si ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui se propageait rapidement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, du coup? En fait, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a un changement de paradigme. Alors, changement de paradigme, c'est quoi? C'est que, en fait, la génération de texte, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je vous invite à voir un peu tout ce qui est génération de poèmes, les travaux de Jean-Pierre Balle, puis ainsi de suite. Donc, ça existe depuis des années. Ce qui change aujourd'hui, c'est l'approche. Avant, c'était dans une approche et plutôt déductive qui, simplement, on formule des hypothèses, on donne des règles au programme, et après, on lui donne en entrée et on observe la sortie. D'accord? Aujourd'hui, c'est plutôt une approche inductive, c'est-à-dire on donne un certain nombre de textes, on donne quelque part le résultat, et c'est à lui de l'analyser, de déduire les règles à partir de ces résultats-là. C'est ce qui s'est passé avec ChatGPT, avec les phases d'entraînement. On lui donne une quantité énorme de textes, et à partir de ces textes-là, on déduit les résultats. Donc, l'intelligence artificielle générative, c'est pas, alors je reprends, il y a un schéma qui a été mis ce matin aussi, donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais ça fait partie de l'intelligence artificielle, du machine learning, de générative AI et des modèles de langage. D'accord? On trouve des modèles de langage pour tout ce qui est texte, mais on trouve également ce qu'on appelle les modèles de diffusion pour tout ce qui est image aussi. Il faut faire réellement la distinction entre ce qu'on appelle un grand modèle de langage et les applications. Tout le monde réduit aujourd'hui l'IA générative au ChatGPT, sauf que ChatGPT, c'est une application, ce n'est pas le modèle. C'est ce que vous voyez dans le schéma ici. ChatGPT, c'est une application, c'est un agent conversationnel, ce n'est pas le modèle lui-même. Pour simplifier ce schéma-là, en fait, vous allez trouver toujours des produits, d'accord, des systèmes et des grands modèles de langage derrière. Donc, les systèmes qui vont composer plusieurs composants de l'IA, d'accord? Et les produits, ça va regrouper les flux des utilisateurs. Si je prends au niveau le plus bas de LLM, en fait, vous allez trouver également, il y a plein de sous-couches. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique. En fait, il y a des couches qui vont s'occuper notamment de l'instruction de l'utilisateur. Il y a des couches qui vont s'occuper de la base de données. Il y a des couches qui vont s'occuper de monitoring. Il y a des couches qui vont s'occuper de l'opérationnel. Et ça, en fait, ça a donné à une multitude de langages que vous voyez ici. Donc, vous voyez, il n'y a pas que le modèle GPT qui a servi à faire de ChatGPT. Il y en a 30 d'autres. Et je pense qu'il y en a encore beaucoup plus que ce que je présente là. Moi, s'il y a un que je vous conseille, c'est Mistral AI, bien sûr. C'est le modèle français, d'accord, qui est utilisé notamment, je ne sais pas si vous avez regardé tout à l'heure, le mot dessus. Si jamais vous voulez apprendre le prompt, par exemple, si vous voulez apprendre le prompt, en fait, il y a tous ces dispositifs-là qui sont très intéressants, notamment Ktalk.ai ou les autres solutions, qui vont vous donner un peu des astuces et des éléments pour travailler sur ces instructions-là et améliorer ces instructions-là. Alors, comme on est en éducation, donc on aime bien les outils open source, il y a également pas mal qui sont open source. Il vaut mieux opter pour ces solutions-là, parce que malheureusement, OpenAI et ChatGPT, c'est très bien, mais c'est payant. Google, Bard et Gemini, c'est très bien, mais c'est payant. D'accord. Il y en a pas mal. Meta, ils ont sorti leur solution également qui s'appelle Llama. Elle est open source. Mistral, il est open source. Donc, il vaut mieux opter pour des solutions open source. Donc, à partir de ce modèle-là, donc là, on vient de voir la couche modèle qui est en bas. À partir de ce modèle-là, eh il y a eu pas mal d'applications qui ont été créées. Et en fait, en 2023, on a vu naître presque une application par jour. Voire plusieurs applications par jour. Honnêtement, ne retenez rien de tout ça. Tout ça va disparaître. D'accord? Je vous expliquerai dans 2-3 slides après. D'accord? En fait, c'est que et après, on essaie de les segmenter par domaine et ainsi de suite. En fait, j'ai essayé de suivre. Genre, au départ, j'ai essayé de faire une base pour saisir chaque élément, mais on se perd très rapidement. Il y en a qui essaient de les classer par entreprise horizontale ou entreprise verticale. C'est très bien, vous pouvez les tester, jouer avec aujourd'hui, mais il y a d'autres alternatives. D'ailleurs, en fait, s'il y a un site à retenir, c'est ça. Future Tools, en fait, c'est que là, vous pouvez chercher l'application qui vous correspond selon vos besoins. D'accord ? C'est un moteur de recherche dans les applications, tout simplement. Il ne faut pas trop retenir
Il faut retenir certaines, mais pas toutes. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'il y a une exposition médiatique, dès qu'il y a de l'argent à se faire, les géants se mettent. Donc certainement, beaucoup vont se faire acheter, d'accord? Ou disparaître tout simplement. Notamment Microsoft, ils détiennent 51%, il me semble, d'OpenAI, et ils ont intégré la solution d'OpenAI, le ChatGPT, l'agent conversationnel, dans tous les dispositifs. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire une présentation PowerPoint, par exemple, et si vous avez votre document qui est déjà rédigé, donc ça s'appelle Office 365 Copilote, c'est déjà le fait, il est sorti le 17 janvier, il me semble. Il suffit juste de mettre votre PowerPoint et automatiquement, il vous génère les slides. Vous voyez, il vous génère tous les slides de votre cours. Je suppose que vous partez tous en vacances comme moi, et au retour des vacances, il faut gérer les emails. D'accord? Ben, ils ont trouvé la solution, c'est-à-dire on peut lui dire tout simplement fais-moi un résumé de tous les emails que j'ai ratés pendant la période et essaie de les traiter par priorité et essaie de me générer les réponses temporaires. Il vous les met dans le bouillon. Il y en a qui travaillent comme ça aujourd'hui. Ben, c'est bien que ça soulève le débat quand même. Microsoft, ils se sont mis même au design. Ils se sont mis même, c'est-à-dire logiquement, c'est le terrain d'Adobe ou d'autres solutions. Mais comme ils ont la génération d'images, autant créer un outil pour ça, Microsoft Designer. Et sauf que Microsoft, c'est 1,4 milliard d'utilisateurs dans le monde. D'accord? Donc ça veut dire en fait c'est le logiciel, la suite, je dirais, la plus déployée dans les entreprises. Donc énormément d'entreprises, ils vont se servir de ces dispositifs-là, notamment pour générer du contenu, générer des textes, répondre aux mails d'une façon automatisée et ainsi de suite. C'est bien tout ça, les outils en ligne, mais comment je peux déployer quelque chose en local? Est-ce que j'ai la possibilité dans ma classe de mettre en place un modèle ou une solution? Tout à l'heure, vous avez vu la solution en dessus. Il y en a pas mal d'autres. Mais ce qu'il faut connaître surtout, c'est ces trois termes-là, en fait. Ce que c'est un chatbot, bon, ça, c'est une unité conversationnelle, tout le monde sait ce que c'est des assistants. Mais ce que c'est les RAG, les assistants et le fine-tuning. Les RAG, en fait, c'est les générations augmentées de récupération. Donc ça, c'est le terme un peu technique. Donc en fait, c'est que quelque part, vous allez compléter les connaissances de votre modèle par vos documents à vous. En fait, vous allez, par exemple, dire, tiens, je vais vous montrer un exemple d'application tout à l'heure. Je fais un cours d'histoire, j'ai déjà tous mes supports de cours, j'ai ma stratégie pédagogique, j'ai tous mes éléments. Hop, je peux l'y fournir en plus de ce modèle-là et je demande au modèle en priorité de prendre les informations sur mes documents à moi et les compléter. Les assistants, c'est un niveau au-dessus. Un niveau au-dessus dans le sens, on va compléter par des documents, mais je vais lui demander d'aller chercher les informations sur Internet aussi, complétées par des sites Internet. Et le fine-tuning, c'est un niveau au-dessus, mais qui est très complexe. C'est ce qu'ils veulent mettre en place en dessus, c'est tout simplement, on va réentraîner le modèle. C'est-à-dire, on ne peut pas entraîner un modèle parce que OpenAI, c'est plus de centaines de millions de dollars. Hein. Donc, plutôt, on l'utilise, on prend un modèle entraîné, on lui rajoute nos contenus à nous et on l'entraîne. Il y a plusieurs solutions aujourd'hui pour le faire en local. D'accord? Mais je vous conseille de rester sur en dessous. J'ai découvert ça tout à l'heure, c'est très très bien. Mais si vous voulez tester un peu, ben, il y a plein de solutions. Il y a la solution LM Studio, c'est le plus simple. C'est vous téléchargez un logiciel et dans ce logiciel-là, vous lui dites je veux télécharger Mistral. Hop, je vous le charge et vous pouvez dialoguer avec Mistral directement. D'accord? Avoir votre chatbot en interne. Il y a également Coj, GPT4All, OpenGPTs. Donc, il y a énormément de solutions. Donc, je vais montrer un peu un exemple avec OpenGPTs, par exemple. Alors, l'idée, c'est la suivante. C'est que j'ai pris une thématique, peu importe. J'ai pris la Méditerranée antique. Okay? Donc, ça, c'est en local sur ma machine. J'ai téléchargé des documents sur Internet. Je n'ai même pas regardé ce qu'il y a dans les documents. C'est juste pour faire la vidéo, pour faire le test. Hein. Alors, donc je suis venu ici, donc il me propose de faire un chatbot, donc avec les LLM qui sont en bas, ou un RAG, d'accord? Ou
notamment avec un assistant. Donc, j'ai la même chose que le RAG, mais j'ai également un peu plus bas des sites internet sur lesquels je peux me pointer si vous faites des maths ou des modèles ou autre chose. Oui. Donc, je peux choisir Wikipédia ou d'autres archives. Donc là, j'ai choisi de faire un truc intermédiaire très simple. C'est que je vais lui donner les documents que j'ai produits notamment, ce n'est pas le cas, mais que j'aurais pu produire dans le cours. J'ai écrit un petit prompt, je lui dis tu joues le rôle des professeurs, tout ça dans une classe de seconde, niveau de connaissance, guider les élèves, pas à pas, que tu sois dans une démarche empathique, que ce soit une démarche constructive, et ainsi de suite. Vous voyez, tu fais des retours aux étudiants, donc je lui impose également le temps qu'il doit prendre dans le discours avec les élèves. D'accord ? Donc j'injecte cette information-là. Et ensuite, par exemple, si je suis dans la situation de l'élève, je peux mettre un prénom, par exemple. Et là, en fait, j'ai laissé un peu afficher les instructions pour savoir qu'est-ce qu'il regarde, en fait. Là, en premier, il regarde mes documents. Vous voyez, il va chercher quelques extraits. Où est-ce qu'il va les chercher? Donc, quel document il va les chercher? Donc là, regardez, il me dit, bien sûr, dans la classe, il me fait une petite intro. Je lui dis, OK, c'est compris, on peut commencer. Il commence par une petite question pour un contrôle des connaissances initiales au départ. Je vais répondre faux, comme ça, vous allez voir, il corriger. Okay. Donc, je copie un texte comme ça, bataille de Troie. Voilà, et corrige. Oui. Alors, et après, le dialogue continue, en fait. Alors, j'ai deux enfants, un enfant qui est en terminale et l'autre qui est en seconde, et je leur ai créé plein de petits bots sur les matières, où je donne les supports de cours des profs, d'accord? Et je demandais aux bots dans le programme, tu ne les lâches pas tant qu'ils n'ont pas 20 sur 20 sur la note, d'accord? Mes enfants sont ravis parce qu'ils ne travaillent plus avec moi, mais ils travaillent en autonomie. Mais en fait, ils varient les questions, ils varient les méthodes et tout ça, jusqu'à qu'à la fin, ils leur disent c'est bon, vous avez compris, la leçon elle est apprise, c'est bon, c'est réglé. Mais ils sont en autonomie à ce niveau-là. Alors, il y a plusieurs dispositifs, il y a plusieurs solutions pour comprendre ce que c'est les LLM, tout ça. Notamment Vita Science, qu'ils ont mis quelque chose, ils sont présents ici. Ils ont mis en place un système pour comprendre l'IA, la génération de texte. C'est très pédagogique et très intéressant. Alors, ces IA, est-ce qu'ils sont des amis ou des ennemis quelque part de l'éducation ou de l'humanité En fait, les avis très divergent. J'ai pris le premier texte, c'est de Noam Chomsky, qui quand même c'est le père de la grammaire. D'accord, générative. C'est lui qui a inventé un peu les prémices de tous ces concepts-là, il y a quelques années. En fait, pour lui, c'est le plus grand vol de propriété intellectuelle. D'accord. D'ailleurs, il a été attaqué par d'autres fondateurs également sur cet aspect-là, que c'était son temps, il était révolu, il fallait changer, il fallait évoluer. Après, j'ai pris plusieurs citations. Notamment, il y en a qui disent c'est communiste parce que les centralistes est normative. Et il y en a qui disent les philosophes pensent, réfléchissent à un monde qu'ils ne comprennent pas et les scientifiques construisent un monde auquel ils ne réfléchissent pas. C'est typiquement, c'est OpenAI avec Sora aujourd'hui. Ça fait débat aujourd'hui, ces dispositifs-là. Les débats, il n'est pas clos et je pense qu'il va rester encore pendant quelques années. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on prend un peu l'empreinte carbone et tous les enjeux environnementaux, on remarque par exemple qu'une session d'entraînement, entraînement de l'IA, l'entraînement du modèle, c'est l'équivalent à la consommation électrique de 126 foyers. Et c'est comme si vous roulez 70 km avec votre voiture, 70 000. L'empreinte carbone, regardez ChatGPT, la version 3, pas la 4. Regardez la consommation. Imaginez une voiture, toute la vie d'une voiture, elle consomme 63 tonnes. D'accord ? Et regardez ChatGPT combien ? Allez, je vais vous effrayer encore avec quelques chiffres. C'est que Microsoft, avant le lancement tout officiel en 2022, alors qu'il y avait 2 mois de GPT, consommation d'eau, c'est 6,4 milliards de litres d'eau. D'accord ? À chaque fois que vous faites 5 prompts, c'est l'équivalent d'une consommation à peu près d'une bouteille d'eau.
Sur le travail aujourd'hui aussi, il y a des enjeux qui sont liés au travail. Il y a plusieurs études qui sont menées. Alors, quels sont les métiers qui seront menacés par cette intelligence artificielle générative? Donc, vous voyez, en fait, c'est que les employés de type administratif, propriété, profession intellectuelle et scientifique. Vous voyez, le diamètre, il est proportionnel, il est corrélé notamment au nombre d'emplois perdus, quelque part. Donc, après, ils ont mis à la main profession élémentaire. C'est celles qui vont être les moins touchées. D'accord? Alors ce matin, j'ai entendu la phrase mais ça remplacera jamais l'humain. Je suis entièrement d'accord. Donc ça remplacera. Je pars toujours de ce constat-là, parce qu'en fait l'intelligence, même le terme intelligence, il y en a qui disent on l'appelle l'intelligence générative parce qu'elle ne peut pas créer, elle n'est pas créative. D'accord? Elle ne peut pas remplacer la capacité humaine. Mais je trouvais une étude par hasard où ils sont en train de faire des prévisions. Quand est-ce que cette IA-là, elle va dépasser ses capacités humaines, notamment. Alors, logiquement, c'est prévu vers 2030, à peu près 2028-2030. Vous voyez, la deuxième ligne, créativité, et ainsi de suite. Je ne crois pas tôt, mais il y en a qui travaillent sur ça, quelque part. Alors, bien sûr, il y a des questions éthiques aussi, mais il y a beaucoup qui travaillent sur l'après-IA, quelque part, c'est-à-dire que faire après la fin du travail. Ils posent les questions d'éthique différemment. Comment nous prémunir contre les erreurs? Comment éliminer les partis pris de l'IA? Il y en a qui travaillent également sur la notion de propriété intellectuelle, parce que, vous savez, Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, il y a un mois à peu près, il est sorti, il a dit, oui, comment voulez-vous qu'on entraîne un modèle sans copier ce qui existe, sans faire de plagiat? On ne peut pas respecter les droits d'auteur. Donc du coup, en fait, ils se sont attaqués par tout le monde, en fait, notamment, là, c'est le New York Times qui les attaque, parce que l'output GPT-4, c'est exactement le même article c'est le même article du New York Times, mais pas que par New York Times, par plusieurs autres entreprises, notamment Getty Images pour les images et ainsi de suite. Le problème, c'est que la loi n'est pas claire là-dessus. D'accord? Ce matin, on parlait un peu de AI Act et ainsi de suite, mais il faut savoir qu'il y a une directive européenne de 2019 qui a été transposée dans 22 États dans la France, qui autorise le droit de fouille. D'accord? Le droit de scrapping, on appelle ça, le droit de fouille, y compris des contenus soumis à des droits d'auteur. Donc, quelque part, en fait, c'est que ces entreprises-là ne risquent rien si elles ne respectent pas ces droits d'auteur. Et les seules règles, en fait, qui sont restrictives, quelque part, c'est les règles qui sont mises en place par OpenAI. C'est OpenAI qui fait la restriction, ce n'est pas les lois, quelque part. Bon, ça, c'est en train de changer, évoluer. Hein. J'ai mis quelques éléments, il y en a qui réfléchissent un peu sur créer des drones. L'IA, c'est-à-dire songe à offrir aux machines le choix de tuer en pleine autonomie. Donc, ils génèrent des réponses, c'est ce qu'il faut faire ou pas. Je vous invite, pour ceux qui sont dans les matières scientifiques, de tester Gradle, qui est là. Gradle, en fait, c'est une solution en ligne qui permet de simplement, vous lui donnez la copie d'étudiant, que ce soit en sciences, en physique, en maths, en chimie, biologie, tout ça. Il analyse, il fait les notes, il fait tout seul. Même si c'est manuscrit, mal écrit, et ainsi de suite. Il fait toute l'évaluation en totale autonomie. Ça s'appelle Gradle. Donc, vous voyez, en fait, il y a plein de nouvelles considérations à prendre en compte, c'est-à-dire l'avenir de l'éducation, les questions d'éthique, créativité, la confiance, responsabilité et gouvernance aussi, l'avenir de travail, le populisme, parce que vous allez voir, en fait, là, il va y avoir les élections américaines, mais vous allez voir le nombre de deepfakes qui vont apparaître, ça a commencé déjà, le nombre de fausses informations qui vont apparaître. Il y en a pas mal de partis politiques qui ont développé leur propre bot, voire plusieurs bots, en fait, tout simplement, plusieurs robots qui vont faire ça d'une façon autonome, publier les informations d'une façon autonome. Donc, il y a beaucoup qui militent un peu pour la réglementation de l'IA. Donc, sans s'attarder sur ça, il y a une réglementation qui a été votée le 2 février 2024, le AI Act. C'est une approche par les risques. Et là, c'est intéressant parce que, vous voyez, l'un des risques les plus élevés, il est en éducation. D'accord ? Donc, le troisième risque, donc, il y a le risque limité, la transparence, chatbot, deepfake. Risque minime, les filtres anti-spam, les jeux vidéo. Et risque élevé, c'est la conformité, éducation, justice, loi, travail, et ainsi de suite. Et la manipulation sociale. Alors, les délais sont, le calendrier, c'est celui. Donc, la mise en application, c'est en mai 2026, c'est-à-dire dans 2 ans. À partir de novembre 2024, il va y avoir la suppression automatique des IA qui ne respectent pas ça, tout simplement.
Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y en a que 42% qui respectent. Et souvent, c'est là où ils ne respectent pas critères de main conforme, droit d'auteur, calcul énergie, l'atténuation de risque et les évaluations et tests. Maintenant, est-ce qu'il y a des nouvelles approches en éducation? Est-ce qu'il y a une nouvelle méthode de réglementation en éducation? Alors, en fait, je vais prendre 3 axes, je dirais. Un axe qui concerne l'éducation et l'apprentissage, un axe qui concerne un peu le soutien et l'accompagnement scolaire, et un axe qui soutient aide à la réussite. Alors, j'ai rajouté ça parce que le dernier élément, parce que j'ai découvert une statistique qui m'a fait peur un peu, je vais vous la donner tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est comme ce matin, en fait, il n'y a pas de recette magique. Il y a une multitude de solutions, d'accord? La meilleure solution, c'est celle que vous allez adopter par rapport à votre situation et par rapport à votre classe et par rapport au profil de vos élèves, ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir des guides pour ça. Notamment, en fait, il y a plusieurs organismes internationaux, tout simplement, qui ont mis en place, dès 2021, des guides sur l'intégration de l'IA, avant même la sortie de l'IA générative. Et en fait, plusieurs pays sont fortement influencés par ces organisations internationales, que ce soit l'OCDE ou l'UNESCO. En fait, il faut savoir que ces organisations, la conclusion de leur rapport, ils reconnaissent à cette époque-là l'inefficacité de l'IA. Mais pourtant, ce qu'elles disent à la fin, c'est qu'elles disent l'IA possède un énorme potentiel en faveur du bien social. D'accord ? Assurer une éducation inclusive, équitable et qualité pour promouvoir des possibilités d'apprentissage tout le long de la vie pour tous. Il y a également pas mal de livres qui ont été écrits, des livres blancs, dans le cadre des GTNUM ou autres. Donc il y a notamment le livre blanc enseignant à apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle, notamment c'est GTNUM qui a été mené par Laurent Heiser, Margarida Romero, auquel nous avons participé avec Michel de Rempart sur la partie d'acculturation numérique. Il y a le livre de Colin de la Guira aussi, très très intéressant, traduit en plusieurs langues même. Donc vous voyez, en fait, vous avez pas mal d'informations que vous pouvez aller chercher déjà. Donc il y a également intelligence artificielle en éducation, qui est intéressant. Après, bien sûr, il y a plusieurs programmes que vous connaissez, et ainsi de suite. Il est nécessaire, quelque part, d'avoir une politique soit au niveau de l'institution, l'établissement, au niveau du ministère. Il est nécessaire, en fait, de construire des règles. C'est ça qui est le plus important. Une règle, que ce soit pour votre établissement ou pour vos enseignements. Il y a plusieurs guides en ligne et des éléments qui peuvent vous aider à écrire ces règles-là. Ensuite, il faut communiquer ces politiques d'utilisation. Notamment, là, c'est un guide qui a été traduit, notamment, qui a été créé par Denise Hook, l'Université de Glasgow, qui a été traduit en français. C'est une infographie pédago-numérique, notamment, c'est pour une utilisation responsable de l'IA. Comment faire une utilisation responsable de l'IA en classe. Donc, vous voyez, en fait, c'est que dans le cours, dans les travaux écrits, dans l'apprentissage, dans les tests d'examen, dans les travaux pratiques, qu'est-ce qu'une utilisation responsable et quelles sont les choses à limiter et à éviter. Ça peut être clarifier les concepts complexes et renforcer sa compréhension personnelle en tenant compte des objectifs d'apprentissage, éviter de vous fier uniquement à l'IA et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc ça, c'est quelques règles. Or, aujourd'hui, les questions sont multiples. C'est-à-dire, comment puis-je intégrer ces IA dans la classe ? Quelle stratégie je dois adopter ? Quelles sont les limites ? Comment je peux évaluer les élèves ? Comment je peux fournir un travail hors classe? Si je leur demande de travailler sur un texte hors classe ou travailler sur une œuvre ou autre chose, un travail hors classe, comment puis-je l'évaluer, ce travail-là? Et comment faire quand les logiciels de détection sont inefficaces? Alors, je cite toujours une citation, c'est que ce que vous devez savoir, c'est que les étudiants vont l'utiliser. Ils l'utilisent de plus en plus. Les élèves vont l'utiliser, d'accord ? Aujourd'hui, peut-être pas beaucoup en termes de proportion, mais si d'ici 1 an, 2 ans, tout le monde va l'utiliser. Ça va se généraliser de plus en plus. Les profs vont l'utiliser aussi. Personne n'apprend, personne ne gagne. Donc là, il est temps quelque part de repenser les modèles peut-être d'apprentissage ou autre chose. En fait, les phases quelque part, il y a une phase d'inquiétude, c'est ce qui était toute l'année dernière, et jusqu'à maintenant, il y a de l'inquiétude chez tout le corps enseignant. D'accord ? Maintenant, il faut se renseigner, il faut avoir une culture, je dirais, cette IA générative. Donc là, on est dans la phase d'influence, c'est pour ça qu'il y a ces journées-là. Et ensuite, après, comment je peux changer ?
Il y a plusieurs pistes de réflexion. Donc, il y en a qui travaillent un peu sur la modification des modèles d'apprentissage. Il y en a qui travaillent notamment sur les modèles d'évaluation. Canopé, qu'ils ont fourni un bon document. Comment faire avec nouvelle assistance, nouvelle exigence. C'est-à-dire comment développer une nouvelle culture professionnelle et pédagogique. Comment développer l'esprit critique dans la classe par rapport à tout ce qui est produit. Comment revoir les exigences en termes. Alors, il me semble le lien, il est en bas. Story 7, et la créativité. Il y en a qui suggèrent quelque part de revoir un peu la taxonomie de Bloom, qui est un modèle pédagogique qui date des années de 1956. D'accord ? C'est un référentiel qui repose notamment une classification de l'acquisition des compétences sur 6 niveaux hiérarchiques, notamment la connaissance, la compréhension, l'application, la synthèse et l'évaluation, qui a été revu en 2001, mais il est l'idée là de le revoir en intégrant les capacités de l'IA. Tout simplement. C'est-à-dire créer, évaluer, analyser. Qu'est-ce que l'IA peut faire? L'IA peut proposer une série notamment d'alternatives, énumérer les inconvénients, les avantages, et quelles sont les compétences humaines. Donc l'humain, il peut formuler les solutions créatives faisant appel au jugement humain, collaborer avec l'IA. L'humain peut s'engager dans des réflexions métacognitives, évaluer de manière holistique les éléments. Donc vous voyez, en fait, c'est que on reprend les modèles qui ont été confirmés, validés, et essayer de les faire évoluer en intégrant ces dispositifs. Il y a un autre modèle qui je trouve intéressant aussi, c'est le modèle Strive, d'accord ? Notamment qui va répartir en 6 catégories. Et dans 6 catégories-là, en fait, l'idée, c'est la suivante. C'est que tout simplement, il faut avoir une démarche qui soit centrée sur l'étudiant. Donc, soutenir notamment la flexibilité dans l'apprentissage des élèves. Des compétences, développer les compétences de collaboration et le développement des techniques de réflexion personnelle. Il ne faut pas hésiter, si dans le cadre d'un projet, de demander aux élèves de générer notamment des idées de projet dès le départ avec ces outils-là. Et après, ils se les réapproprient, ils travaillent dessus. De créer des plans initiaux, par exemple, pour faciliter les sessions de brainstorming. Il faut augmenter également l'interaction et la collaboration avec une répartition de tâches plus intelligente entre les élèves. Il faut également travailler sur la transparence. Donc en fait, ça fait référence à la manière avec laquelle vos élèves vont travailler avec cette IA générative. Donc ils peuvent notamment développer un document qui explique comment ils peuvent enregistrer les interactions. Ils peuvent le fournir en annexe de tous les travaux, c'est-à-dire quelle était l'interaction entre l'élève et cette intelligence artificielle, comment il a abordé, selon quelle méthodologie, et ainsi de suite. La question de responsabilité également, il faut explorer la responsabilité en reconnaissant le rôle crucial de la prise de décision humaine dans les processus de la génération automatique de texte ou autre chose. L'intégrité également, notamment engager les étudiants dans l'apprentissage et la réflexion sur les notions éthiques, accompagner les étudiants à travers des discussions sur la valeur telles que l'intégrité, la confiance et la sérénité. Et enfin, la validation. Comment valider des contenus proposés par l'IA? Donc, vous voyez, ça, c'est un autre modèle également qui est en réflexion. Ça date de... L'article, il est de 2024. Ça date de 28 février 2024. Cet article-là est sorti. Il y en a également qui travaillent sur d'autres modèles, troisième modèle, qui propose d'adapter l'agilité d'apprentissage. D'accord ? Il faut être à l'aise avec l'IA. D'accord ? Il faut autoriser l'accès à l'IA dans votre établissement. Créer un réseau de personnes utilisateurs de l'IA. D'accord ? Créer des référents, notamment l'ADRAN le fait très bien. Donc former une communauté de pratiques, d'innovateurs, de testeurs, de menteurs, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Intégrer des pratiques pédagogiques du numérique basé sur des faits, partager les meilleures pratiques. Et ça, c'est le plus intéressant, notamment dans le GTNUM, sur lequel on travaille actuellement sur un GTNUM, sur ces intelligences artificielles génératives. Et l'un des webinaires qu'on va organiser, c'est sur le partage de ces pratiques-là. Utiliser l'écosystème d'outils en IA, c'est-à-dire pour penser et réinventer vos activités, et utiliser le temps de classe pour évaluer les activités à forte valeur ajoutée. Bien sûr, ça, ce sont des modèles, mais il y a également des éléments pour accompagner les acteurs de l'éducation.
Vous allez trouver notamment sur le site AI for Education énormément de chemins. Donc en fait, vous avez notamment à un moment donné une rubrique bibliothèque et vous allez avoir plein de schémas, des modèles comme ça. Ça, c'est issu de AI for Education. Guide pour les étudiants, qu'est-ce qu'il faut faire, la stratégie des 5 S et ainsi de suite. Il faut aider également à la compréhension de cette notion-là de statistique probabiliste, notamment pour les acteurs. Alors je remets un truc là-dessus parce que ça me semblait important, c'est comment c'est généré le texte. D'accord ? Là, par exemple, j'ai pris une phrase, comme ce matin, elle a pris un film, donc j'ai rajouté une phrase d'un film aussi. D'accord ? Alors, en fait, c'est que quand il y a les choses que l'on, qu'est-ce qu'il fait l'IA ? En fait, elle va analyser tous les textes, il y a cette phrase-là, ou ce fragment de phrase, et elle étudie quel est le mot qui vient après. D'accord ? Statistiquement, quel est le mot qui va après ? Le logiciel d'anti-plagiat, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Il détecte également si le texte il est généré par l'IA ou pas, à travers ces dispositifs-là. Sachez que, quand même, que si vous prenez un texte généré par ChatGPT, vous le redonnez à ChatGPT et lui dites est-ce que c'est le texte, il vient de vous ou pas, à 46% de chances qu'il vous réponde oui. C'est-à-dire, même les dispositifs eux-mêmes, ils n'arrivent pas à détecter leur propre création. Vous voyez ? Alors, donc, c'est qu'il avance presque mot par mot, phrase par phrase, ou token par token. D'accord ? Ce qu'il faut savoir avant, pour génération de texte, par exemple, c'était utiliser ce qui est appelé les chaînes de Markov, mais c'était sur 6 mots notamment. Ça construisant des phrases sur 6 mots. Quand on lui donne le 7e mot, il oublie le premier. Or, aujourd'hui, ChatGPT et compagnie travaillent sur des fenêtres de contexte de à peu près 4000 tokens qui peuvent correspondre à une phrase, un mot ou un bout de mot et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire il peut raisonner sur des textes à plusieurs signes. Mais en fait, c'est qu'il les génère à partir d'où ? J'ai posé la question à ChatGPT. En fait, je lui dis sur quoi tu étais entraîné ? Là, c'est la réponse de ChatGPT. Et il me dit j'ai lu et relu Wikipédia. J'ai lu et relu. En fait, j'ai bien lu une bibliothèque en ligne proposant de plus de 60 000 livres électroniques gratuits. Mais il ne dit pas c'est lesquels. Il me dit j'ai lu à peu près plus de 2000 livres de fanfics, c'est-à-dire de science-fiction. D'accord ? C'est pour ça qu'il a tendance à halluciner, donc c'est beaucoup. Il est bien également dans tout ce qui est storytelling, l'écriture, tout ça. Il a survolé le web. Après, il a regardé un peu des publications électroniques, mathématiques, informatiques, tout ça. Il les a survolées, tout ça. Qu'est-ce qui a donné ça, en fait ? En fait, c'est que ça a donné naissance à ce qu'on appelle les hallucinations, mais je vais arriver là-dessus. Donc, quand il l'a entraîné, en fait, il y a des choses sur lesquelles il s'est bien entraîné et d'autres non. D'accord ? Ce qu'on appelle les few shots ici. Et en fait, le lancement de ChatGPT fin novembre jusqu'à mars, c'était juste un test à grandeur humaine. C'est-à-dire, c'était le grand entraînement du vrai OpenAI, ChatGPT, qui allait sortir après en mars. Donc, avant l'entraînement, tout ce qu'on sait, c'est que ça a été entraîné au Kenya, il me semble, payé à 2 € de l'heure. D'ailleurs, en fait, ils se sont rassemblés en collectif il y a 3 mois ou 4 mois pour attaquer OpenAI, notamment sur ces questions-là. Mais ces dispositifs-là, dès qu'ils sont confrontés à une question nouvelle, qu'ils n'ont jamais traitée, qu'est-ce qui se passe ? Ils commencent à sortir n'importe quelle réponse. Je prends un exemple. Au départ, il n'était pas très fort en mathématiques. Donc, quand je posais la question 5 plus 5, parce que je l'ai vu sur Internet, 5 plus 5, ça fait combien ? Il me dit 10. Je lui dis non, ce n'est pas 10, c'est 15. Il me dit, OK, vous avez raison. Parce qu'il ne s'est pas entraîné. 3 semaines après, comme tout le monde partageait, 3 semaines après, je repose la même question. Je dis 5 plus 5, c'est combien ? Il me dit 10. Je lui dis non, c'est 15. Il me dit non, mathématiques, c'est cartésien, on ne discute pas, c'est 10, pas autre chose. D'accord ? Et là, je lui réponds, mais fais attention, ma femme, elle a dit que c'est 15. Et ma femme, elle n'aime pas négocier. Qu'est-ce qu'il me dit ? OK, votre femme, elle a raison. Donc, et ça devient 15. Pourquoi ? Parce que j'ai changé la forme de la question. Donc, c'est des choses originales pour lui qu'il ne connaît pas. Donc, il se met à halluciner, en fait. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui travaillent sur cette notion d'hallucination. Pourquoi ? Parce que quand je lui demande, par exemple, qui est Michel de Rempart, il me dit « Ah, je l'ai vu sur le web. J'ai vu quelque part parce que j'ai scrollé le web, j'ai parcouru le web, j'ai vu le nom Michel de Rempart, mais je ne sais pas. Je connais qu'il existe, mais je ne sais pas. » Donc, je lui dis « Oui, mais c'est un chercheur. » OK. Donc, après, il me dit, il travaille sur la communication, sur la culturation numérique. Non, je lui dis, non, il ne travaille pas du tout sur ces aspects-là. Il travaille sur la génétique.
Il va me dire, OK, il travaille sur la génétique. Est-ce que tu peux m'évaluer ses travaux? Oui, il a 10 sur 10 ou il a 5 sur 10. Donc, nous avons mené plusieurs expérimentations comme ça sur ces aspects-là. Donc, vous voyez, en fait, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas parfait ces systèmes-là. Il faut comprendre rigoureusement leur fonctionnement. J'arrive sur les débats, pour finir un peu rapidement. C'est que toujours dans l'accompagnement des acteurs, après les modèles, après la compréhension de cette notion d'hallucination, c'est que l'évaluation. Alors, il y a un très bon document qui est celui-là. Je vous invite à le lire complet. Je vais parcourir quelques éléments. C'est évaluer à l'ère des IA. Souvent, on dit qu'il y a 6 raisons pour lesquelles les étudiants ou les élèves procèdent à la triche ou de l'inconduite quelque part. Soit c'est un manque d'intérêt pour le cours, soit un manque de compétences, soit des malentendus, soit manque d'intérêt pour l'enseignant ou l'enseignante, ou la tolérance de l'inconduite ou le stress à peu près de l'étudiant. Donc en fait, quelque part, dans le cas de l'usage de l'IA générative, il y a des risques élevés et des risques moindres. Donc si vous faites une évaluation formative à pondération faible, le risque il est moindre en termes de triche ou autre chose. Mais le risque élevé, c'est quand vous donnez des travaux trop longs, sans surveillance et ainsi de suite. Et dans ce que j'ai bien aimé dans ce document-là, dans l'évaluation, c'est qu'il pose la question de 2 manières différentes. Est-ce qu'il faut combattre la bête ou il faut l'apprivoiser? D'accord? Et je trouvais l'approche intéressante parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut la combattre, mais comment la combattre? Est-ce qu'il faut mettre que, alors nous, à l'université, malheureusement, la première approche depuis l'année dernière, on dit, on rajoute des soutenances orales dans tous les trucs. Donc l'étudiant, il peut produire son document, mais on leur ajoute des soutenances en présentiel devant l'élève. Mais pareil, c'est discuté dans ce document-là. Donc, l'examen demande de répondre à des questions, développement courant, des questions vraies ou faux. C'est cet apprentissage-là ou cette mémorisation des connaissances sont restreintes dans le temps et dans l'espace, quelque part. Donc, plein d'élèves qui apprennent juste pour faire l'évaluation. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Ils ne retiennent plus rien. 2 jours après, vous leur demandez qu'est-ce que vous avez retenu? Absolument rien. D'accord? Donc, c'est discuté sur les contraintes de forme, sur les écritures manuscrites, sur les contraintes quant au type d'apprentissage pourront être évoluées. Donc, ils abordent beaucoup la notion de distorsion. Après, par rapport au logiciel de détection, il faut savoir que si vous prenez un document, vous le faites passer à plusieurs logiciels de détection, vous allez avoir des scores très différents. D'accord? Vous le faites passer à compilation, vous allez avoir un score. Vous faites passer à GPT-0, vous allez avoir un score. Vous le faites passer à n'importe quel logiciel, vous allez avoir des scores très différents. Donc aujourd'hui, les logiciels, en fait, ne sont pas fiables. Et aucune technique n'est fiable pour la reconnaissance. Donc il y en a qui militent pour revoir un peu cette notion de plagiat. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas prouver le plagiat par l'intelligence artificielle. Il n'est pas l'intérêt de la personne étudiant de l'avouer, car l'institution ne peut pas le prouver. D'accord? Aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait personnellement, quand j'ai eu les taux élevés, j'étais dans l'amphi, j'ai affiché ça à tous les étudiants, je leur ai dit, écoutez, je vous donne une semaine pour revoir vos copies. Je ne discute pas si c'est vrai ou pas, je vous donne une semaine. D'accord? Je veux voir ce taux-là baisser énormément. D'accord? Je veux que vous retravaillez vos textes. Okay? C'est ce qu'ils vous ont fait. D'accord? Mais bien sûr, j'ai eu des élèves, mais monsieur, je n'ai jamais touché. Pourtant, ils étaient à 58%. Monsieur, mais j'ai juste reformulé mes phrases. C'est moi qui ai fait tout le travail. J'ai reformulé les phrases, juste avec ChatGPT. Donc, vous voyez, en fait, j'ai eu plusieurs versions. Mais en réalité, voilà, c'est à discuter. Il n'est pas l'intérêt de la personne enseignante de débuter une procédure. Il y a eu à l'Université de Lyon, il me semble, une procédure engagée vis-à-vis d'un étudiant. Oh non, un étudiant qui a engagé une procédure parce qu'il a eu une 0 ou quelque chose comme ça, où il a été en fait condamné par rapport à la triche, tout ça, mais en fait, l'étudiant a gagné tout simplement. D'accord? Il a eu gain de cause parce qu'on ne pouvait pas prouver la triche par ces dispositifs-là. Alors, sinon, apprivoiser la bête, c'est-à-dire se familiariser avec l'IA, tester l'IA, d'accord? Tester les exercices, les questions de votre évaluation, peut-être travailler même sur l'évaluation avec les étudiants, contextualiser vos exercices et avancer petit à petit. Donc, il faut adapter quelque part les moyens d'évaluation des apprentissages à cette nouvelle réalité pour faire évoluer nos moyens. D'accord? Nous devons envisager l'évaluation comme un processus continu. C'est ce qu'il faut prendre en compte. Alors, il y a plusieurs initiatives dans les classes pour finir avec cette partie-là.
Alors, par exemple, le 3 avril, on organise sur Toulon une journée autour de l'intelligence artificielle, où l'après-midi, notamment, on aura des personnes de la DRAN, d'ailleurs, qui vont animer, et de Canopée, qui vont animer des ateliers pour jouer avec l'IA, comprendre l'IA à travers des petits jeux, les jeux de mine, les jeux de bois, et ainsi de suite. La dernière partie, mais je ne vais pas m'attarder parce que je vois que le temps avance. Sur le site individuel, alors dans mes recherches, un peu mes lectures, j'ai découvert qu'il y avait des naissances des robots empathiques. Alors, ça m'a interpellé parce que moi, ma connaissance, il y a quelques années un logiciel qui s'appelle ELISA, qui est créé par un psychologue, qui a fait beaucoup de débats, qui a séparé toute la communauté scientifique autour de l'IA. Mais en fait, l'idée, c'est que étant donné que les intervenants en éducation, psychosociaux, milieu éducatif, que ce soit psychologues et ainsi de suite, ne sont pas disponibles tout le temps, et le nombre d'élèves est très élevé, peut-on fournir une solution pour les élèves une solution basée sur un chatbot qui va dialoguer avec les élèves sur une multitude de sujets avec bienveillance. Ils peuvent travailler sur le stress des élèves, l'anxiété des élèves, les soucis financiers, les relations interpersonnelles, les relations amoureuses, sommeil, concentration, et ainsi de suite. Et l'objectif, alors ils se défendent, ils disent notre objectif, ce n'est pas leur donner la solution, c'est essayer de les aider dans un premier temps et le rediriger après vers les psychologues et vers les acteurs. Alors la solution qui a été créée, elle s'appelle Ali, mais je ne vais pas vous présenter la vidéo, elle s'appelle Ali, mais elle coûte 265 000 $ par établissement. Quand même. Donc mais elle existe, elle s'appelle Ali. Vous voyez en fait les dialogues. C'est fait par Optania. Vous voyez, je suis là pour t'aider. Et là en fait c'est... Alors, plusieurs voix, bien sûr, sont levées contre ces robots-là, et notamment pour rappeler que la relation, en fait, et la présence et le rôle de l'humain dans tout ça, que certes, une intelligence artificielle n'est pas l'équivalent artificiel de l'intelligence humaine. Essentiellement calculatrice, l'IA peut simuler un aspect de relation, mais ne le remplace pas, tout simplement, les acteurs. Dernière partie, c'est l'aide à la réussite, mais juste pour ces deux slides-là. En fait, une dernière statistique, elle donne que 95% des élèves interrogés ont annoncé qu'ils déclarent que leurs notes se sont améliorées depuis qu'ils utilisent ChatGPT. D'accord ? Et 90% préfèrent étudier avec ChatGPT plutôt qu'un tuteur ou un prof qui vient les aider en scolaire et tout ça. D'accord ? Vous avez l'étude complète avec les témoignages, tout ça. Et vous voyez en fait la posture des élèves aujourd'hui par rapport à tout ça. Et ça m'inquiète un peu. D'ailleurs, OpenAI, ils poussent un peu ça parce qu'ils sont en train de créer un peu sur Character.ai notamment, plein de robots. En fait, ils peuvent parler avec Napoléon, ils peuvent parler avec Einstein, avec un prof d'histoire et ainsi de suite. Un peu de limites, mais les limites sont très nombreuses. J'ai pris les limites de compilation parce que quand même c'est ceux qui font. Donc eux ils disent on risque d'avoir des appauvrissement des exigences académiques, dépendance excessive par rapport à l'IA. Mais je dirais bien sûr, il faut parler de ces limites-là. Il y en a, sont nombreuses. Je ne vais pas refaire. J'ai enlevé pas mal de trucs sur les billets, sur l'éthique, tout ça, parce que ça a été parlé ce matin. Mais les limites sont nombreuses. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre d'abord ce que c'est cette IA-là avant de l'intégrer dans vos classes. Et pour conclure, en fait, je ne sais pas si on peut l'appeler quelque part l'IA générative ou dégénérative. Ce qui est ce qu'on permet peut-être à l'IA de l'améliorer la productivité, parce qu'on parle de productivité, mais elle peut devenir aussi le fossoyeur de la réalité et de la raison. En fait, aujourd'hui, ces machines-là, ou ces robots-là, ou ces modèles-là, n'argumentent pas bien, voire qu'elles n'argumentent pas du tout. Elles construisent, déconstruisent et reconstruisent. Aucune créativité, aucune innovation, aucun ajout. Bref, quelque part, une seule chose que je suis sûr
à la fin de ma présentation, c'est que son auteur, peut-être, il sera bientôt remplacé par un robot. Merci à tous.